La méditation d'hier m'a plongé dans de telles incertitudes que je ne peux plus les oublier maintenant. Cependant, je ne vois aucun moyen pour les résoudre. Et, comme si j'étais tombé brusquement dans un tourbillon très profond, je suis tellement remué que je ne peux ni prendre pied au fond, ni nager à la surface. Je m'entêterai malgré tout, et je me risquerai à nouveau sur la voie que j'ai ouverte hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais admettre le moindre doute, comme si je savais que cela fût entièrement faux. Je suivrai ce chemin jusqu'à ce que je trouve quelque chose de certain, ou du moins, si je ne peux pas faire autrement, jusqu'à ce que je sache avec certitude que rien n'est certain. Archimède ne demandait rien d'autre qu'un point solide et immobile pour déplacer la terre entière. Aussi, je peux échafauder de grandes espérances si je découvre la moindre chose qui soit certaine et inébranlable. Je suppose donc que tout ce que je vois est faux. J'estime que tout ce que ma mémoire trompeuse me représente n'a jamais existé. Je n'ai aucune sensation. Le corps, la figure, l'étendue, le temps et le lieu ne sont que des chimères. Qu'est-ce qui pourra donc être vrai ? Peut-être seulement qu'il n'y a rien de certain. Mais comment savoir s'il n'y a pas quelque chose d'autre, différent de tout ce que je viens de passer en revue, à propos duquel il n'y ait aucune raison de douter ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque dieu, ou quoi que ce soit que l'on puisse nommer, qui introduit ces pensées dans mon esprit ? Cela n'est pas nécessaire, car il est possible que je sois l'auteur de toutes ces pensées. Alors moi, au moins, ne suis-je pas quelque chose ? Mais j'ai déjà nié avoir des sensations et avoir un corps. Pourtant, j'hésite, car qu'est-ce qui découle de cela ? Suis-je tellement associé à mon corps et à mes sensations que je ne puisse exister sans ? Mais je me suis convaincu qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, ni ciel, ni terre, pas un seul esprit, ni un seul corps. Ne me suis-je donc pas persuadé en plus que je n'existais pas ? Eh bien non, puisque c'est moi qui me suis persuadé, alors moi, à coup sûr, j'existais. Mais il y a un je ne sais quel trompeur, extrêmement puissant et extrêmement rusé, qui fait constamment exprès de me tromper. Il n'y a donc aucun doute que j'existe s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra. Il ne pourra jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. À tel point qu'après avoir suffisamment examiné toute chose, il faut enfin décréter que la proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie chaque fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit. Mais je ne discerne pas encore vraiment assez ce que je suis, moi dont l'existence est nécessaire. De sorte qu'il faut ensuite que je fasse soigneusement attention à ne pas me prendre imprudemment pour autre chose et ne pas m'égarer non plus à propos de cette connaissance que je prétends plus certaine et plus évidente que toute. C'est pourquoi d'ailleurs, j'examinerai de nouveau ce que je croyais être avant de découvrir ces pensées. Puis je retrancherai de mes anciennes opinions tout ce qui peut être réfuté par les raisons que je viens d'alléguer, de façon à ce qu'il ne reste absolument rien qui ne soit certain et inébranlable. Qu'est-ce que j'ai cru être auparavant ? Un homme, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'un homme ? Dirais-je que c'est un animal rationnel ? Non, car ensuite il faudrait chercher ce qu'est un animal et ce que signifie rationnel. Ainsi, d'une seule question, nous tomberions en beaucoup d'autres, et je ne voudrais pas gaspiller le temps libre qu'il me reste à de telles subtilités. Mais je me consacrerai plutôt aux pensées qui tout à l'heure naissaient spontanément dans mon esprit à partir de ma seule nature lorsque je réfléchissais à la réalité de mon être. Premièrement, je pensais avoir un visage, des mains, des bras, et toute cette mécanique d'os et de chair que l'on voit dans un cadavre et que je désignais du nom de corps. De plus, je pensais que je me nourrissais, que je marchais, que je sentais et pensais, et j'attribuais à l'âme toutes ces actions. Mais qu'est-ce que c'était que cette âme ? Soit je n'y faisais pas attention, soit je l'imaginais sans trop savoir, comme un vent ou une flamme ou un éther rare et subtil disséminé dans mes parties les plus grossières. Quant au corps, je ne doutais pas du tout de sa nature, car je pensais la connaître distinctement. Et si, pourquoi pas, j'avais voulu la décrire telle que je la concevais, je l'aurais formulée ainsi. Par le corps, j'entends tout ce qui peut être délimité par n'importe quelle figure, qui soit circonscrite dans n'importe quel lieu et qui peut remplir l'espace de telle sorte que tout autre corps en soit exclu. Et aussi,
tout ce qui peut être perçu par le toucher, par la vue, l'ouïe ou l'odorat, et qui peut être mu de plusieurs façons, non par lui-même, mais par quelque chose d'extérieur qui le percute en un endroit, car je ne croyais pas du tout que l'on dût attribuer à la nature corporelle d'avoir en elle-même la puissance de se mouvoir, de sentir et de penser. Au contraire, je m'étonnais plutôt de voir que de telles possibilités se rencontraient en certains corps. Mais qui suis-je lorsque je suppose que quelqu'un, extrêmement puissant et trompeur, voire même méchant, se consacre autant qu'il lui est possible à me tromper? Puis-je être sûr de posséder la plus petite chose parmi toutes celles que je viens d'attribuer à la nature corporelle? Je me concentre, je pense, je repense, aucune ne me vient à l'esprit. Je me fatigue vainement à recommencer tout de même. Qu'est-ce qui, parmi elles, peut être attribué à l'âme? Se nourrir, marcher? Puisque déjà je n'ai pas de corps, ce ne sont rien d'autre que des fictions. Sentir? Mais cela non plus ne se fait pas sans le corps. D'autant que je me suis vu en train de sentir beaucoup de choses durant le sommeil, avant de me rendre compte que je n'avais rien senti. Penser? J'ai trouvé. C'est la pensée. Elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe, c'est certain. Mais combien de temps? Aussi longtemps que je pense. Car il est peut-être possible que si j'arrêtais de penser, aussitôt je cesserais entièrement d'exister. Maintenant, je n'admets rien qui ne soit nécessairement vrai. Je suis donc, précisément parlant, une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, ou une âme, un entendement ou une raison, termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Je suis donc une chose réelle, qui existe vraiment. Mais quel genre de chose? Je l'ai dit, une chose qui pense. Et pourrais-je imaginer être autre chose? Je ne suis pas cet assemblage de membres que l'on appelle le corps humain. Je ne suis pas un air ténu, disséminé dans de pareils membres. Je ne suis ni vent, ni feu, ni vapeur, ni souffle, ni rien de ce que je peux m'imaginer, puisque j'ai supposé que cela n'était rien. Ce que j'ai dit demeure pourtant. Moi, je suis quelque chose. Mais est-il possible que ces choses-là, que je suppose ne pas exister parce qu'elles me sont inconnues, ne se différencient pas de moi que je connais? Je n'en sais rien. Je ne discute pas de cela en ce moment. Je ne peux juger des choses qu'autant qu'elles me sont connues. J'ai appris que j'existais, et je cherche qui je suis, moi dont je connais l'existence. Or, il est certain que cette connaissance, considérée précisément ainsi, ne dépend pas des choses dont l'existence ne m'est pas encore connue, ni par conséquent d'aucune de celles que je me figure par l'imagination. Et ce terme de figurer m'avertit de mon erreur, car effectivement je fabulerais si j'imaginais être quelque chose, puisqu'imaginer n'est rien d'autre que contempler la figure ou l'image d'une chose corporelle. Or, je sais déjà avec certitude que j'existe. En même temps, il est possible que toutes ces images-là, et en général tout ce que l'on attribue à la nature du corps, ne soient que des rêves. À partir de là, il serait aussi stupide de dire « je vais utiliser mon imagination pour me connaître plus précisément » que de dire « je suis éveillé, et j'aperçois quelque chose de véritable, mais comme je ne le vois pas assez nettement, je vais m'endormir volontairement pour que mes rêves me le représentent avec plus de vérité et d'évidence. » Ainsi, je sais que tout ce que je peux comprendre au moyen de l'imagination ne concerne pas cette connaissance que j'ai de moi, et je dois très rapidement détacher mon esprit de cette façon de penser afin qu'il puisse lui-même connaître très distinctement sa nature. Mais que suis-je donc? Une chose qui pense. Qu'est-ce que c'est que cela? À coup sûr, une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. Et ce n'est pas rien si toutes ces choses correspondent à ma nature. Mais pourquoi n'y correspondraient-elles pas? Ne suis-je pas, en ce moment, celui-là même qui doute presque de tout, et qui, cependant, conçoit certaines choses, qui affirme celle-là seule être vraie, qui nie toutes les autres, qui désire en savoir plus et ne veut pas être trompé? Celui qui, malgré lui, imagine beaucoup de choses, et qui remarque en recevoir davantage encore par le biais des sens. Qu'est-ce qui, parmi ceux-là, ne serait pas aussi véritable que mon existence, même si je dormais toujours, même si celui qui m'a créé me trompait autant qu'il le puisse? Qu'est-ce qui pourrait être dissocié de ma faculté de penser? Qu'est-ce qu'on pourrait prétendre être séparé de moi-même? Car il est tellement évident que je suis celui qui doute, qui conçoit, qui désire, qu'il n'y a rien à ajouter pour le rendre plus clair.
et sans aucun doute, je suis aussi celui qui imagine. Car bien qu'il puisse arriver, comme je l'ai supposé, que rien de ce que j'imagine ne soit entièrement vrai, néanmoins, ce pouvoir d'imaginer existe en moi réellement et fait partie de ma pensée. Enfin, je suis celui qui a des sensations, c'est-à-dire qui aperçoit les choses corporelles comme à travers les organes des sens. En effet, maintenant, je vois de la lumière, j'entends des sons, je ressens de la chaleur. Mais toutes ces choses sont fausses, puisque je dors. Mais au moins, je me vois en train de voir, d'entendre, de me réchauffer. Cela ne peut pas être faux, et c'est à proprement parler ce qui en moi s'appelle sentir. Et compris précisément ainsi, ce n'est rien d'autre que penser. Je commence dès lors à beaucoup mieux connaître ce que je suis. Mais cependant, je ne peux pas m'empêcher de croire que les choses corporelles dont les images se présentent à ma pensée et que mes propres sens expérimentent ne soient pas plus distinctement connus que ce je ne sais quoi qui est en moi et qui ne vient pas de l'imagination. Il serait cependant étrange que ce que je trouve douteux, inconnu et étranger à moi-même fût mieux compris que ce qui est vrai, admis, et au final mieux compris que moi-même. Mais je vois ce que c'est. Mon esprit prend plaisir à s'égarer et ne peut pas encore se résigner à se maintenir dans les bornes de la vérité. En ce cas, d'accord, lâchons-lui encore une fois largement la bride. Comme cela, s'il faut ensuite la resserrer au bon moment, il supportera plus facilement d'être dirigé. Commençons par considérer ces choses que nous supposons généralement comprendre avec le plus de netteté, à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Je ne veux pas parler des corps en général, car d'habitude ces notions sont encore plus confuses. Parlons d'un corps en particulier. Prenons par exemple ce morceau de cire qui vient d'être extrait de la ruche. Il n'a pas encore perdu toute la saveur de son miel. Il a gardé encore quelque chose du parfum des fleurs d'où il a été recueilli. Sa couleur, sa forme, sa taille sont clairement visibles. Il est dur, il est froid. On l'attrape facilement, et si on le tapote du doigt, il émettra un son. Bref, il y a en lui tout ce qui permet de connaître distinctement un corps. Mais, pendant que je parle, voici qu'on l'approche du feu. La saveur restante s'en échappe, l'odeur s'exhale, la couleur change. Sa forme s'estompe, sa taille augmente. Il se liquéfie, il se réchauffe. On peut à peine le prendre, et si on le frappe, il n'émettra plus aucun bruit. N'est-ce pas encore la même cire qui demeure ? Il faut avouer qu'elle demeure. Personne ne peut le nier. Personne ne pense autrement. Qu'est-ce qui était donc en elle, et que l'on comprenait si distinctement ? Sûrement rien de ce que j'ai atteint par les sens, car tout ce qui provenait du goût, de l'odorat, de la vue, du toucher et de l'ouïe a désormais changé. Pourtant, la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, c'est-à-dire que la cire n'était ni cette douceur du miel, ni cet arôme des fleurs, ni cette blancheur, ni cette forme, ni ce son, mais un simple corps, qui m'apparaissait tout à l'heure de cette façon et qui maintenant m'apparaît sous une autre. Mais qu'est-ce que c'est précisément ce que j'imagine ainsi ? Examinons-le attentivement. Voyons ce qui reste en écartant tout ce qui n'appartient pas à la cire. Certainement rien d'autre que ce qui est spatial, flexible et muable. Or, qu'est-ce que c'est réellement qu'être flexible et muable ? Est-ce que j'imagine que cette cire étant ronde puisse devenir carrée, et une fois carrée devenir triangulaire ? En aucune manière, puisque je la conçois capable d'innombrables changements de ce genre, sans pouvoir cependant parcourir cette infinité par mon imagination. Par conséquent, ce n'est pas ma faculté d'imaginer qui produit ma compréhension de la cire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette extension ? N'est-elle pas aussi inconnue ? Dans la cire fondue, elle devient plus grande ? Elle grandit encore si la cire s'échauffe, et beaucoup plus encore si la chaleur augmente. Je ne jugerai pas convenablement ce qu'est la cire, si je ne la pensais pas capable de recevoir plus de variété dans son extension que mon imagination n'en contiendrait. Je dois donc concéder que je ne pourrais même pas imaginer ce qu'est cette cire, mais seulement le percevoir par l'esprit. Je dis cette cire en particulier, car pour la cire en général, cela est tout à fait évident. Or, quelle est cette cire qui ne peut être perçue que par l'esprit ? Bien entendu, c'est la même que celle que je vois, que je touche, que j'imagine, et la même que j'ai examinée au début. Mais il faut remarquer que la perception de cette cire n'est pas une vision, ni un toucher, ni une image, et ne l'a jamais été, bien qu'il le semblait auparavant. Mais c'est uniquement une inspection de l'esprit. Celle-ci peut être imparfaite et confuse comme elle l'était précédemment, ou bien claire et distincte comme elle l'est maintenant.
selon que je fasse plus ou moins attention aux choses dont elle est composée. Mais en attendant, je reste déconcerté quand je vois combien mon esprit est enclin à l'erreur. Car bien que je considère cela sans parler, dans un silence intérieur, je reste prisonnier des mots, et je suis presque trompé par les expressions du langage ordinaire. En effet, nous disons que nous voyons la même cire quand elle se présente à nous. Nous ne disons pas que nous jugeons que c'est la même, du fait qu'elle a la même couleur et la même forme. À partir de là, je voudrais conclure sur le champ que l'on connaît la cire par la vue, et non par la seule inspection de l'esprit. Et si par hasard je regardais par la fenêtre des hommes passant dans la rue, je dirais que je vois des hommes, tout comme je dis que je vois de la cire. Or, qu'est-ce que je vois, sinon des chapeaux et des manteaux qui pourraient cacher des automates? Mais je juge que ce sont des hommes. Ainsi, je comprends par la seule faculté de juger qui est dans mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. Celui qui tente d'élever sa connaissance au-delà du commun doit éviter les occasions de douter venues du langage ordinaire, et je préfère passer outre. Examinons plutôt laquelle de nos deux conceptions de la cire a le plus d'évidence et de perfection. Lorsque je l'ai d'abord aperçue et que j'ai cru la connaître par les sensations extérieures, ou par le sens commun comme on l'appelle, c'est-à-dire par le pouvoir d'imaginer, ou bien maintenant, après avoir examiné ce qu'elle est et de quelle façon elle peut être connue. Bien sûr, il serait ridicule de se demander cela. Car qu'y avait-il de clair dans cette première perception? Qu'est-ce qui échapperait à la vue de n'importe quel animal? Mais quand je distingue la cire de ses aspects extérieurs, et que je la considère nue, en toute réalité, comme si je lui avais ôté ses vêtements, même s'il est possible que je me trompe, je ne peux pas la concevoir ainsi sans un esprit humain. Que dire cependant de cet esprit, c'est-à-dire de moi-même, car je n'admets encore rien d'autre en moi excepté l'esprit? Quel est ce moi, dis-je, qui semble percevoir si distinctement ce morceau de cire? Est-ce que je ne me connais pas moi-même avec plus de vérité et de certitude, mais aussi avec beaucoup plus d'évidence et de distinction? Car si je juge que la cire existe parce que je la vois, il devient encore plus évident que j'existe parce que je la vois. En effet, il peut arriver que ce que je vois ne soit pas vraiment de la cire. Il peut arriver aussi que je n'ai aucun œil pour voir quoi que ce soit. Mais il est impossible que lorsque je vois, ou lorsque je pense voir, ce que je ne distingue plus maintenant, je ne sois pas quelque chose, moi, qui pense. De même, si je juge que la cire existe parce que je la touche, il s'ensuivra encore que j'existe. Et que je pense cela du fait de mon imagination ou de toute autre faculté, je conclurai toujours la même chose. De plus, ce que j'ai remarqué ici de la cire peut s'appliquer à toutes les autres choses qui me sont extérieures. Qui plus est, si la connaissance de la cire semble être plus nette et plus distincte après avoir été découverte non seulement par la vue ou par le toucher, mais encore par beaucoup d'autres causes, avec combien plus d'évidence dois-je me connaître moi-même? Car toutes les raisons qui permettent de connaître la cire ou n'importe quel corps démontrent encore mieux la nature de mon esprit. Mais il y a encore tant de choses dans l'esprit lui-même par lesquelles on peut le connaître plus clairement que celles qui proviennent du corps comme celles-ci méritent à peine d'être comptées. Enfin, me voici revenu spontanément où je voulais. En effet, il m'est maintenant connu que je perçois les corps par l'entendement seul et non par les sensations ou par l'imagination. Et puisque je ne les perçois ni par la vue ni par le toucher, mais seulement par une intellection, j'apprends clairement par là que mon esprit est la chose la plus évidente et la plus facile à connaître. Mais comme il est presque impossible de se débarrasser si rapidement d'une opinion ancienne, il faut que je m'arrête un peu ici, pour que cette nouvelle connaissance se grave plus profondément dans ma mémoire, grâce à la longueur de ma méditation.